Et bonsoir à tous, ça y est, il est l'heure, il est 18h, c'est l'heure du nouveau numéro d'apéro pistache et littérature. Et ce soir, direction le sud avec Charles Aubert. Charles, comment vas-tu? Écoute Rémi, moi je vais très très bien, enfin aussi bien que faire se peut, hein, puisqu'on est du moment où on parle, là on est encore en fin de période de confinement. Et donc je traverse cette période un petit peu comme tout le monde, hein, avec beaucoup de questions, beaucoup de stress aussi, et puis voilà, quoi, je languis que ça soit fini surtout. Clairement, vivement la fin, mais bon. Vivement la fin, ouais. Voilà, on va quand même passer un bon moment ensemble ce soir. J'espère bien. On va ricaner, ça va être super et on va découvrir tes deux livres parce que Charles Aubert, c'est deux romans publiés à ce jour, c'est Bleu Calypso et Rouge Tango. On va faire un petit zoom là, hop, voilà, la gestion à la Thierry Ardisson, impeccable. On va décortiquer ton travail, on va apprendre à te connaître, mais d'abord une question forcément hein, pour rester sur cette période. Comment se passe ton quotidien d'auteur confiné? Bah alors moi, le confinement, c'est, pour être très honnête, c'est pas une période que j'aime beaucoup, mais je crois que je suis pas le seul. Bah déjà, en remarque liminaire, la tête, quoi. Désolé pour en fait, tu devrais appeler ça apéro, écrivain hirsute, pistache et littérature. Parce ouais, je pense avoir une tête pas possible. Bon, déjà, au naturel, c'est pas simple, mais là, bon, il y a un côté derrière un petit peu Mélenchon aussi, donc bon. Ouais, c'est ce qu'on aime. Je travaille pas, mais bon. Région du talent, c'est tout ce qu'on aime. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, je pense à tous les coiffeurs, les toiletteurs canins qui vont regarder ce truc et qui vont prendre peur, les pauvres. Donc oui, bon, pour en revenir au confinement, moi c'est pas une période qui est top parce que c'est vrai que j'ai besoin de liberté, quoi. Donc même pour écrire, je pensais que j'allais pouvoir écrire, mais c'est totalement l'inverse qui se produit, quoi. J'ai pas du tout envie d'écrire. Je crois que c'est pour écrire, moi j'ai besoin de me sentir libre en fait, hein. Donc alors là on l'est, hein, parce que moi j'habite dans un endroit qui est quand même privilégié, c'est pour ça que je veux pas faire mon plaignou. Il y a des gens qui sont confinés et qui vivent des situations infiniment plus difficiles que la mienne, donc là il y a pas de débat là-dessus. Donc moi j'ai la chance d'habiter dans un endroit avec une lagune qui est pas loin de chez moi, donc je peux y aller à pied, c'est dans la zone des 1 kilomètre, j'ai plein de trucs à faire, mais on reste limité en temps et puis même dans ma tête, moi du coup ça me limite. Donc du coup, je pense que je suis pas créatif, quoi. Si je devais faire une métaphore un peu pourrie comme celle que j'avais l'habitude de faire dans mes bouquins, je dirais que pour écrire, c'est un peu confiné, on va dire. Pour écrire confiné, c'est un peu comme demander à un oiseau de voler dans une cage, quoi. Donc c'est compliqué. Moi, je me heurte un petit peu au barreau et voilà. Donc non, c'est pas une période qui me plaît et que je traverse avec bonheur. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, puisque je sais qu'il y a des écrivains qui en profitent pour écrire beaucoup, mais moi j'y arrive pas en fait. Là, j'essaye et je prends beaucoup de retard du coup sur on en parlera tout à l'heure sur le 3e opus. Enfin beaucoup de retard, un petit peu de retard, et voilà, donc non, pas une période top. Bon, alors on espère hein, bientôt la fin. Hein, on est le 1er mai à l'heure où on s'enregistre, donc peut-être que bientôt dans le futur, quand vous regarderez cette vidéo, ce sera plus qu'un lointain souvenir, tout ça. On verra, il faut l'espérer, ouais. On croise les doigts. Et donc, on va doucement apprendre à te connaître. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours qui t'a amené vers l'écriture et vers donc, Bleu Calypso et Rouge Tango, tes deux premiers romans chez Slatkin et compagnie hein, qu'on salue. Bon, alors, moi, je suis un vieil homme, hein, j'ai 53 ans, donc si je commence depuis le début, on va avoir du mal avec le coupage, avec le montage, donc ça va être difficile. Donc, pour faire quand même court, donc moi j'ai été élevé près de Marseille en fait, voilà. Donc j'ai eu une enfance au bord de la mer dans les Calanques et au démarrage j'étais pas forcément un super élève, hein, donc j'ai pas été scolarisé tout de suite. Je suis parti avec un petit peu quelques années de retard par rapport aux autres. Mais après je me suis découvert au fil de ma scolarité et puis j'ai fini. Après avoir réussi, après plusieurs essais à avoir le bac, à faire des études de droit. Et là, je me suis trouvé dans une comment dire, une matière qui me plaisait bien. Voilà, il y avait beaucoup de choses à apprendre par cœur, donc ça m'allait bien. Donc là, j'ai fait des études de droit à Aix-en-Provence, donc toujours dans le sud. Et pour financer ces études, je travaillais, j'avais des petits boulots
plein de petits boulots. Et un de ces petits boulots, c'était rédacteur sinistre dans une compagnie d'assurance à Marseille. Donc, je voulais absolument pas faire carrière là-dedans. Hein. C'était pas un truc qui me faisait vibrer, on va dire. Et à l'issue de ce travail d'été, on m'a proposé une carrière. Et puis les gens étaient sympas. Voilà, à l'époque j'étais jeune, libre, célibataire, insouciant. Donc je me suis laissé faire. J'étais faire un stage qui a duré 1 année à Paris. Et à partir de là, je fais une carrière dans les assurances pendant 20 ans. Donc là, je fais on va pas s'attarder là-dessus. Mon dernier poste, c'était la mutuelle des motards à Montpellier. Donc, j'étais responsable de tout le réseau commercial. Donc, c'était un boulot dans lequel je me suis régalé. Hein. C'est une boîte dans laquelle j'ai beaucoup aimé travailler. J'ai toujours d'ailleurs un petit pincement au cœur quand je repense à ces années-là. Moi, j'encadrais un réseau commercial, donc à tous les collaborateurs du réseau, aux directeurs régionaux que j'encadrais. Donc voilà, ça c'est une période très très sympa de ma vie sur laquelle vraiment je crache pas du tout. Mais il y a eu un moment où j'ai eu envie c'était j'avais à peu près une quarantaine d'années. C'était la crise de la quarantaine. C'est peut-être traduit comme ça pour moi. J'avais envie de tout remettre à zéro. Je sentais que j'étais sur une autoroute, quoi, tu vois, et que tout était bien défini. J'avais une carrière, une bonne rémunération. Les gens, mes copains, devant la machine à café, ils commençaient à me parler de leur point en retraite, quoi, tu vois. Alors, et moi, ça commençait à me faire flipper, tout ça, en fait. Et je me suis dit, putain, c'est pas possible. La vie, ça peut pas être que ça, quoi, en fait. Même si c'était déjà beaucoup de choses. C'était comme je le disais précédemment, c'était des choses sympas. Mais j'avais une angoisse, je me disais, non, c'est pas possible, il me manque quelque chose. Et ce qui me manquait, c'était donc j'ai analysé ça, en fait, hein. Et c'était un petit peu de me raccrocher aux rêves que j'avais quand j'étais enfant, en fait. Et quand j'étais gamin, j'en avais principalement 2. C'était d'être sapeur-pompier. Donc ça, je l'avais été dans ma jeunesse, enfin quand j'étais jeune adulte, j'étais sapeur-pompier. Et le deuxième, c'était de devenir écrivain. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours semblé inaccessible. Moi, je kiffe les écrivains. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup lu. J'ai l'habitude de dire que je me suis construit à travers mes lectures, mais c'est totalement vrai. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai appris la vie dans les bouquins. Hein. Je suis parti, comme je te disais, avec un peu de retard. Je comprenais pas forcément les rapports sociaux, les codes sociaux. Je comprenais encore moins les filles à l'époque. Donc j'ai tout appris dans les bouquins et ça m'a vachement servi en tout cas. Et c'est vrai que j'avais à ce moment-là, donc arrivé à 40 ans, j'ai eu envie de faire un petit peu un reset et de repartir à zéro. J'avais aussi cette envie de repartir à zéro et de prendre des risques. J'ai 2 enfants aussi et je voulais aussi leur montrer que dans la vie, c'est dans nos sociétés, Rémi, on a gommé la notion de risque. Hein. On le voit aujourd'hui, il nous tombe une pandémie. Tout le monde, après c'est normal, hein, on a des masques, des gants, tout le monde, on a des systèmes de protection invraisemblables, alors qui arrivent ou qui arrivent pas. Mais voilà, la notion de risque a totalement été gommée de nos sociétés. Alors que moi je pense que l'homme a toujours progressé en prenant des risques. C'est parce un jour il a traversé l'Atlantique pour aller découvrir d'autres continents. C'est toujours une prise de risque. Et moi j'ai toujours essayé d'inculquer à mes enfants cette notion du risque. Donc là, à 40 ans, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc, j'ai changé de vie. Je me suis installé donc ici. Et alors, j'habitais déjà sur Montpellier à l'époque. Et alors, tu vois, derrière moi, il y a un atelier. Et c'est l'atelier où je fabrique mes bracelets-montres, parce que je suis devenu fabricant de bracelets-montres. Alors, je travaille tout seul, tout est à la main. Je fais mes coutures. C'est un métier qui est sympa parce que c'est manuel. C'est un peu l'intelligence des mains. C'est un truc dont je rêvais aussi. Et puis avec l'idée de dégager du temps pour pouvoir mettre la dernière pierre à l'édifice, enfin la dernière, j'espère qu'il y en aura d'autres quand même, mais celle de l'écriture. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis venu à l'écriture. Je suis un peu lent, mais c'est parfait. Voilà, c'est parce que c'est un parcours qui est un petit peu riche, je sais pas, mais qui est en tout cas qui est long, quoi. Et donc tout ce parcours-là qui t'a mené à l'écriture, donc de 2 romans pour l'instant, et notamment des romans décrits comme des polars doux, donc l'expression que j'ai retrouvée sur la 4e de couverture de Rouge Tango. Alors c'est peut-être un choix de l'éditeur, mais je voulais savoir ce qui t'avait amené vers ce genre quand même très particulier, parce que polar doux, je l'avais jamais entendu.
tout cas, c'est une Non, bonne moi non trouvaille. plus. Non. Qu'est-ce qui t'a amené vers le polar? Alors, je vais te raconter parce que l'histoire est amusante. C'est vrai que quand j'ai eu la chance de trouver mon éditeur, qui est Slatkin et compagnie, Henri Beauvais notamment, qui est un bonhomme que j'adore, qui est vraiment extraordinaire. On en reparlera certainement au cours de la petite interview. Quand il m'a reçu et que j'ai signé le contrat, quoi, en fait. Hein. Et c'est vrai que d'entrée, il m'a dit qu'il avait quand même du mal à me situer si c'était du polar, pas du polar. Et chez Slatkin, ils ont une collection qui est assez variée, on va dire. Et notamment, pour les différencier, il y a des bouquins qui ont, attends, j'en ai deux là, une tranche rouge, soit une tranche blanche. Donc, suivant le genre, suivant si c'est de la littérature blanche ou rouge, enfin rouge, des polars. Et moi, c'est vrai que j'étais un petit peu au milieu des deux. Et alors, du coup, j'ai gardé une tranche blanche. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a commencé à parler de polar doux parce que c'est vrai que c'est pas des thrillers, quoi. Hein, c'est pas des livres qui font peur. Hein, tu les as lus. C'est pas. Je sors vraiment des codes du polar. Hein, c'est volontaire. Hein. C'est pas très violent non plus. C'est pas très sanglant. Alors, il y a des crimes, hein, parce que c'est une figure imposée. Mais voilà, donc j'étais un petit peu à la lisière. Moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de parler de plein de sujets. C'est le rapport à l'autre, le rapport à la différence, le rapport à la nature, au monde du travail aussi. Voilà. Donc, en fait, le polar, c'est un petit peu un alibi pour parler de choses et d'autres. Et c'est vrai que du coup, je suis un petit peu à la lisière. Et par rapport aux éventuels lecteurs qui viennent me voir, notamment sur les salons, ça a commencé comme ça, hein, et dans les signatures. C'est vrai que ce terme de polar doux est arrivé, et puis on l'a gardé. Alors je sais pas si c'est très très bon, hein, je suis pas sûr, mais peu importe. En tout cas, moi je trouve que ça me va bien, je le prends et je prends l'étiquette. Ouais, bonne étiquette. J'ai été surpris. C'est intéressant et en même temps, on se dit, est-ce que tu te sens bien dans ce domaine-là ou est-ce que dans quelques années, on pourra retrouver Charles Aubert dans des styles complètement différents? Vraiment dans des polars peut-être plus noirs ou peut-être dans du roman plus traditionnel? Ou est-ce que tu veux rester sur cette ligne-là? Non, c'est une très bonne question. En fait, moi, c'est une ligne qui me va bien. Moi, ma petite série là, avec les personnages que j'ai créés, je les aime beaucoup et j'ai vraiment envie de la faire vivre encore longtemps. Après, c'est vrai que j'ai des envies aussi d'ailleurs et d'écrire des choses différentes. Je sais déjà que le quatrième livre que j'écrirai, donc après Bleu Calypso, après Rouge Tango et après le troisième qui devrait sortir en 2021, il sera certainement en dehors de cette série. Donc ça sera un genre un peu différent. Ça sera pas du tout un polar, ça sera plus dans une veine nature writing dans laquelle j'ai vraiment envie aussi de développer ma créativité parce que c'est vraiment un sujet qui me porte, quoi. Donc voilà, il y aura certainement, et j'espère que la série va continuer parce que franchement moi je passe beaucoup, je passe vraiment du bon temps avec eux. C'est le mec totalement schizo en fait. D'ailleurs j'ai pris l'apéro avec eux, c'était formidable. Ouais, au fait, attends, juste, je fais une petite aparté, je peux? Oui, je t'en prie, vas-y. Ton truc là, ça s'appelle comment en fait? Le format... Apéro, pistache et littérature, ouais. Et il est où l'apéro? Écoute, les derniers avant toi ont pas forcément respecté la consigne, donc du coup, moi, je moule. Ah, mais voilà. Alors moi, j'ai pris une bouteille de pif. J'ai pris une bouteille de pif, mon ami. Parce que je me suis dit, apéro, normalement, ça doit commencer par l'apéro, quand même. Alors bon, là, on a enchaîné plein badin sur la littérature. Mais, non, alors, moi, je vais ouvrir une bouteille. Je sais pas si t'as rien, toi, de ton côté? Je vais chercher de ce pas, regarde. Une bière suisse, quand même. Faut pas déconner. On est en Suisse, hein, on y va. Écoute, moi, c'est pas la Suisse. Moi, j'ai pris une petite bouteille de chez moi qui s'appelle Compagnon de Maguelone. C'est un vin qui est fabriqué par un ESAT. C'est un établissement dans lequel travaillent des adultes handicapés. Et cet ESAT, il est situé sur l'île de Maguelone, qui est juste derrière chez moi. Et en fait, c'est une île sur laquelle il y a une cathédrale qui est magnifique, qui s'appelle la cathédrale de Maguelone. Et dans cet endroit, donc, cet ESAT, ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, adultes handicapés travaillent. Ils font du vin, ils cultivent les huîtres aussi.
Il y a aussi un petit restaurant. Il y en a qui sont serveurs, il y en a qui sont cuisiniers. Voilà, il y a plein de métiers. C'est une petite bulle un petit paradis qui est vachement sympa. Et voilà, donc moi je voulais faire découvrir un petit peu leur travail. Donc c'est un super bon vin en plus que je vais m'empresser d'ouvrir. Bien évidemment, avec modération, on ne le rappellera jamais assez. Exactement, donc, exactement. Charles, pour continuer à entrer dans ton univers, est-ce que tu peux nous parler, nous donner envie de lire, parce qu'il paraît qu'il y en a qui ne l'ont pas encore lu, Bleu Calypso, pour commencer à savoir ce que tu vas nous raconter dans ces deux romans. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, en fait, pour faire un petit pitch des deux bouquins, très rapide, donc le Bleu Calypso et Rouge Tango, donc c'est une série, donc il y a des personnages récurrents, mais chaque bouquin est indépendant, c'est-à-dire on peut lire dans l'absolu le deuxième avant le premier. Alors après, je conseille quand même de commencer par Bleu Calypso, puisqu'il y a quand même une histoire entre les personnages qui va évoluer au fil des bouquins. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Niels Hogan. C'est un type qui travaille dans les assurances, un petit peu comme moi, et qui est sur Paris, et puis qui un jour, décide, comme je l'ai fait, alors je sais pas qui c'est qui a copié l'autre, qui décide de changer de vie. Et il vient s'installer dans le sud de la France, entre Montpellier et la mer Méditerranée, entre Sète et les étangs salins, là, dans cette petite zone humide de lagunes, qui est très très particulière, qui commence d'ailleurs un peu avant Montpellier, qui va pratiquement jusqu'au nord de Perpignan. Il y a aussi tous les étangs qui bordent les Pyrénées-Orientales. Je viens de Nice, donc ça me parle tout ça. Ah voilà, donc ouais, tu dois connaître un petit peu. Donc il vient s'installer là, et lui, comme il rêve d'une vie apaisée, il se met à fabriquer des leurres pour la pêche. C'est des petits poissons en bois qui vend sur un site internet. Voilà, donc alors c'est une vie que je connais un petit peu parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu la mienne avec mes bracelets menthes, quoi. Et puis un jour, dans Bleu Calypso, en allant à la pêche en kayak dans cette lagune, il va trouver le cadavre d'un homme, et ça va le ramener vers la société à laquelle il essayait un petit peu d'échapper. Et Lizzie, qui est la fille de son voisin de cabane, parce que je l'ai pas dit, mais il vit dans des cabanes au bord des étangs salins. Elle va enquêter sur ce meurtre et va essayer de le ramener vers le sentiment amoureux. Donc un petit peu l'histoire qui va traverser toute la série, c'est la relation entre Niels et Lizzie. Et puis aussi, moi, ce qui m'intéressait, donc au-delà de chaque enquête policière, donc qui va les amener dans des comment dire, toujours dans le sud de la France, mais on va un petit peu élargir. Ça va dans Rouge Tango, il y a une scène qui va se passer au nord de Montpellier, vers le lac du Salagou. Il va un petit peu du côté de Marseille aussi. Voilà, c'est pas interdit qui bouge un peu plus dans les prochains opus. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était voilà de camper des personnages. J'adore pour moi ce que j'aime moi dans les bouquins, souvent c'est les personnages. En fait, je m'aperçois que tous les bouquins que j'ai aimés, des fois, je me rappelle plus l'histoire. Je me dis, putain, mais de quoi ça parlait? Par contre, je me rappelle tout le temps des personnages qui m'ont marqué. Et voilà. Et donc, mon idée, c'était un petit peu ça. Et ce que je voulais aussi, c'est pas livrer tout d'un coup. C'est-à-dire que Niels Hogan, on va s'apercevoir au fil et à mesure de la série que c'est quelqu'un qui a certaines particularités. Les livres sont écrits à la première personne du singulier, donc ça c'est un choix, avec donc c'est une action linéaire, donc il n'y a pas de flashback, il n'y a pas plusieurs personnes, on suit vraiment Niels dans sa vision de la vie, dans sa vision de l'enquête aussi, et puis dans son rapport avec les autres, en fait, et les difficultés qu'il peut avoir à comprendre les codes sociaux, à comprendre comment fonctionnent les gens. Donc voilà, petit à petit, ça j'essaie de le mettre en place en donnant un petit peu certaines pistes dans Bleu Calypso. J'en donne un peu plus dans Rouge Tango. Dans le prochain qui paraîtra donc l'année prochaine, voilà, on aura un éclairage un peu plus, encore un peu plus fin. Et voilà, l'idée c'est vraiment de parler de ça, quoi. C'est ça qui m'intéresse en fait. D'accord. Et justement, ce personnage de Niels, donc j'ai une question 2 en 1. Tu vois, premier volet. Où est-ce que tu as placé le curseur entre toi et Niels? Parce que, évidemment, la ressemblance est frappante. On a envie de croire que Niels, c'est toi. Mais en même temps, ça reste de la fiction, ça reste un roman. On se dit, où est la frontière? Alors, ça, je pense que c'est propre à toutes les personnes qui écrivent. On met forcément beaucoup de nous dans chacun des personnages.
C'est-à-dire que il y a forcément un peu de moi dans Nils, mais aussi peut-être dans Lizzie, dans Vieux Bob, qui est le copain donc de Nils, dans Rouge Tango, peut-être dans d'autres personnages qui arrivent dans Rouge Tango. Mais c'est vrai que Nils, moi je vais partager avec lui déjà un petit peu un curriculum vitae, hein, parce qu'on a un petit peu la même vie au début. Voilà, jusqu'au cadavre. Moi, jamais trouvé de cadavre dans les étangs. Et mon rapport aussi aux femmes, en tout cas à la mienne, est quand même plus abouti que le sien quand même. Hein. Alors, on va dire que son rapport lui aux femmes, c'est un peu mon rapport que j'avais moi quand j'avais 20 ans de moins, voilà, 30 ans de moins. Allez. Bon, et oui, donc effectivement, pour répondre à ta question, il y a quand même beaucoup de moi dans ce personnage. Moi, ce que je te disais tout à l'heure, on rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein, moi, j'ai vraiment démarré dans cette vie un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture, quoi. Je suis arrivé là. Mes parents, ils m'ont pas scolarisé quand j'étais gamin au début. Quand je suis arrivé à l'école, je comprenais rien du tout à ce qui se passait. Je comprenais pas les rapports entre les gens, la violence des uns. Alors, les filles, je trouvais ça super, mais j'arrivais pas à comprendre comment il fallait leur parler. J'avais l'impression que j'étais tout le temps à côté de la plaque. J'ai passé mon enfance à avoir l'impression que j'étais à côté de mes pompes, quoi. Et en fait, c'est le jour où j'ai commencé à aimer les bouquins que je me suis aperçu que, voilà, ce que je te disais tout à l'heure, que j'avais certaines clés. Et c'est ce qui m'a aidé par la suite. Et ça m'a aidé tellement que moi, je me suis tout le temps forcé, quoi, tu vois, par exemple, je suis devenu responsable d'un réseau commercial. Quand j'étais ado, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, mais non, c'est des millénaires de moi, quoi. C'est pas du tout moi. Moi, commercial, quand j'étais gamin, au collège, c'était toujours le type qui avait beaucoup de succès, et il voulait être commercial, il avait de la tchatch, moi, j'en avais pas, j'étais super timide. Et je me disais, jamais je serai commercial, je suis incapable de vendre quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai du mal à vendre mes bouquins, là, tu vois. Donc, je me suis forcé, je me suis toujours fait violence, et puis, je suis devenu responsable d'un réseau commercial, parce que je pense que j'ai des qualités de manager, surtout, plus que de commercial. Et, voilà, donc ça a toujours été quelque chose voilà, qui a pas été simple pour moi, et je voulais en parler aussi dans ce bouquin. Alors, je voulais pas que ce soit le sujet principal. C'est pour ça que c'est un roman policier aussi. Je voulais que ça soit fait, qu'il y ait un petit peu d'humour aussi, de légèreté. Moi, ce qui me plaît aussi dans les bouquins, j'adore lire, on le verra peut-être tout à l'heure, des bouquins qui sont plus durs, des romans, des thrillers plus noirs, avec des vrais questionnements sociaux. Ça me va bien aussi. Mais de temps en temps, j'ai besoin aussi de souffler un petit peu. Et ça, moi, j'arrivais pas à le trouver trop dans les livres. C'est pour ça que je me suis mis vraiment à écrire dans cette veine-là. Et voilà, donc je voulais parler de ça aussi, mais d'une façon un petit peu légère. Voilà, je voulais pas faire une thèse sur voilà, sur les rapports humains, quoi. Je suis pas un sociologue, quoi. Donc, mais toujours sur Nils, tout à l'heure tu parlais des aventures de la vie, de la question de la prise de risque au cours de notre existence. Est-ce que finalement, à travers Nils, tu t'offres pas un peu un moyen de vivre des aventures qui pourraient te plaire, quoi, d'être acteur, par exemple, d'une disparition ou quelque chose de sombre auquel, heureusement, on n'est pas habitué. Est-ce que c'est pas pour toi un peu un moyen de réaliser tout ça, quoi? alors non, pas du tout, pas du tout. Non, je rêve pas de cette vie-là, quoi. Comme je te disais, moi, j'étais élevé à Marseille, donc à une époque, c'était les années 80, où il y avait plein de choses qui se passaient, qui étaient déjà compliquées. J'étais dans un milieu, moi, ouvrier. J'étais enfant dans des HLM. Les gamins avec qui j'allais à l'école, il y en a pas mal qui ont fait des tours aux baumettes, hein, c'est la prison de Marseille. Il y en a pas mal qui ont vécu des trucs pas très chouettes. Et puis moi non, c'est pas un truc qui m'attire. C'est plutôt un truc qui me fuit. Non, moi j'ai vraiment, moi ce qui me plaît, voilà, c'est d'être dans la nature, c'est d'être avec les miens, avec ma famille, avec mes amis. Non, je suis assez plan-plan pour ça. Donc je veux pas ces ennuis. Par contre, voilà, que ce soit dans les bouquins, ça me va très bien. Voilà. Mais moi, je veux absolument pas vivre la vie de Nils. Non, pas du tout. D'accord, bon. Ça c'est dit, voilà, on lui dira à Nils. Oui. Donc, sans dévoiler l'intrigue évidemment, pour garder tout le suspense, on va parler des personnages que tu as créés. Donc il y a le vieux Bob, il y a Lizzie, il y a Malik. Est-ce que cette galerie de personnages avec leur caractère propre, leur psychologie propre, est-ce qu'elle était dans ta tête dès le début,
ou est-ce que c'est venu au fil de l'écriture, où tu les as vus naître, tu les as vus grandir en leur donnant des caractéristiques au fil comme ça de l'avancée de ton écriture? Alors ouais, je sais il y a un petit peu deux écoles hein, dans les gens qui écrivent. Donc il y a ceux qui sont hyper organisés, qui ont besoin de faire des plans très rigoureux. Et puis il y en a d'autres qui partent un petit peu au fil de l'eau. Moi j'avoue, je fais partie de la deuxième famille, c'est-à-dire que je démarre avec un ou deux personnages. En fait, Bleu Calypso, ça a commencé comme ça. Hein, ça a démarré avec un type qui était dans un kayak et qui pêchait. Donc et après l'histoire elle vient au fur et à mesure. Moi c'est ce qui me plaît aussi, c'est en fait, quand j'écris, j'essaie de me mettre dans une vibration, quoi. Tu vois, bon, ça fait aussi un petit peu barré, mais bon, tant pis. Et en fait, j'essaie de me mettre dans une vibration, en espérant que le lecteur qui va me lire plus d'un an après, va ressentir la même chose, en fait. Donc, je fais pas un plan. Je veux que tout soit, comment dire, sincère. Alors je suis pas en train de dire que quand on fait un plan c'est pas sincère, mais c'est évident que non. Mais ça peut l'être tout autant. Mais moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être de quelque chose, voilà, d'écrire vraiment, de créer en direct, soit sans idée préconçue, sans trop me projeter. L'histoire vient comme ça. Les personnages, pour répondre à ta question, viennent comme ça, et l'histoire elle se construit. Comme ça, d'un petit peu de briques et de broc des fois, mais elle se construit comme ça au fil de l'eau. Et ça, c'est ce qui me plaît en fait. Je pense pas que j'en vienne à faire des plans. Alors peut-être un plan d'ensemble, mais pour l'instant ça m'est jamais arrivé. Même le troisième que je suis en train d'écrire. Alors j'ai le début, j'ai la fin quoi. Par contre, tu vois, je sais comment ça va finir. D'accord. Mais entre les deux, ils se baladent quoi. C'est intéressant parce que je pensais vraiment en ressenti de lecteur qu'il y avait, t'avais une trame bien précise parce que il y a un vrai sens, comme disent nos amis américains, de cliffhanger à la fin de tes chapitres. Souvent, tu gardes comme ça une vraie tension, une vibration, comme tu disais. Et je pensais vraiment que, à l'inverse de ce que tu dis, tu avais vraiment une trame très précise pour construire au moins l'intrigue. Au fil des étapes, mais voilà, en fait, c'est du talent. Non, par contre, ce que j'essaie de faire, effectivement, c'est d'essayer d'avoir. Moi, comme c'est des polars où les mecs, il y a pas des courses-poursuites dans les rues de San Francisco. Voilà, les mecs, ils prennent pas l'avion toutes les 5 minutes, hein, donc. Voilà, j'ai besoin quand même qu'il y ait un rythme. Et donc, effectivement, par contre, ce que j'essaie de soigner, c'est c'est effectivement les fins de chapitre, voilà, que la lecture, mais ça se fait assez naturellement, je dois dire, hein, c'est pas, et d'ailleurs, je me rends compte que dans celui que je suis en train d'écrire en ce moment, enfin, où je suis un petit peu en pause en ce moment, là, il y a un petit peu moins de cliffhanger, tu vois, mais voilà, c'est pour ça, c'est pas calculé. Voilà, quand ça vient, et quand ils y sont pas, je vais pas, je cherche pas à faire des figures de style, quoi. Quand elles viennent, je les utilise, mais, voilà, volontiers, mais je vais pas aller leur cavaler après, voilà. C'est vraiment l'histoire qui va créer le reste. D'accord. Et ce qui frappe aussi beaucoup à la lecture de tes deux romans, c'est que tu empruntes à beaucoup de registres différents. On pense au roman régional, parce que tu as des histoires qui sont très localisées dans le sud de la France. On parle, tu le disais tout à l'heure, au nature writing américain, où tu as beaucoup de scènes qui font appel à des descriptions très immersives de la nature, de ce rapport de l'homme à la nature. Et forcément, tu empruntes aussi au code du polar, évidemment. Est-ce que tu as eu des inspirations particulières qui t'ont donné envie d'écrire comme ça, d'aller vers ces genres-là, ou là encore, est-ce que c'est venu au fil de l'envie d'écrire? Alors, je pense qu'on est fait on est tous faits d'influences diverses et variées. Il y en a certaines qui peuvent même être inconscientes. Moi, je sais que pour répondre à ta question, vis-à-vis au niveau du polar, parce que moi je lis beaucoup, mais pas que du polar. Et pour même dire la vérité, j'ai beaucoup lu plein de choses autres que du polar. Le polar, j'ai pas une culture polar délirante. Voilà, et elle est même assez récente finalement. Mais je suis venu au polar peut-être avec Jean-Claude Izzo. Comme je te disais, j'étais moi élevé à Marseille, et quand je suis tombé sur sa trilogie marseillaise là, donc avec Total Chaos, Turmo et Soléa, ça a allumé quelque chose en moi. En fait, ça a allumé l'idée que je me disais, tiens, on peut écrire un polar, mais où finalement on peut parler d'autres choses aussi. Lui, il évoque plein de thèmes
propre à Marseille. Hein, il parle il parle de racisme, il parle de plein de trucs. Et voilà, et ça a peut-être allumé quelque chose. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire moi Jean-Claude Izzo. Et voilà, donc c'est forcément une influence qui est évidente pour moi en matière de polar. Ça c'est évident. Après, en matière de polar. Très honnêtement, comme je te disais, j'ai pas une culture. J'aurais ramené des bibliothèques en même temps. Et voilà, j'ai lu un peu de tout. Par contre, hein, j'ai lu aussi du polar suédois, du polar pas suédois, un peu de polar américain aussi depuis peu, parce que j'ai un libraire qui m'a un peu fait découvrir ça aussi. Parce que je connaissais la littérature américaine, mais un peu moins le polar américain. Donc voilà, mais c'est une somme d'influences, j'imagine, un peu comme tous les copains et copines. Et l'aspect, justement, cet aspect social du polar, plus largement du roman noir, on en parlait avec Christian Blanchard il y a quelques semaines dans un autre numéro d'apéro Pistache et Littérature. Est-ce que toi, tu as tenu à l'incorporer volontairement dans tes livres? Parce que c'est vrai que Niels, à sa manière, il incarne une espèce de refus éclairé de la modernité. C'est que il a envie d'être tout seul, il a envie d'avoir sa tranquillité, mais quand même, il est conscient que s'il veut vendre son matériel de pêche, il faudra passer par Internet. Et c'est vraiment, c'est pas un refus obstiné. Il a pas la tête dure à dire, moi je rejette tout ça. Non, au contraire, il est beaucoup plus malin. Il joue avec ça. Est-ce que c'était ta volonté de mettre cette dimension finalement, ou là encore, c'est venu naturellement? Quand j'ai commencé Bleu Calypso, il y avait une certitude que j'avais, c'était celle-ci. C'est-à-dire que le personnage principal parlerait de ce thème-là. Parce que c'est un thème qui m'est cher. Et puis parce que je me suis aperçu, quand j'ai créé ma marque de bracelet-montre, là, qui s'appelle Canotage, ça a marché tout de suite, en fait. J'ai eu tout de suite beaucoup de clients. Alors maintenant, malheureusement, c'est la chute libre. Hein, il y a eu plein de trucs depuis. Mais au démarrage, et pendant plusieurs années, hein, d'ailleurs pendant 7-8 ans, ça a très très bien fonctionné. Et j'avais souvent, moi, des clients qui étaient des chefs d'entreprise, des cuisiniers de grands restaurants, des gens qui avaient des grosses boîtes. Et souvent, en discutant avec eux, je m'apercevais que ce qui les intéressait chez moi, parce que les mecs qui fabriquent des bracelets, il y en a d'autres, hein, c'était un petit peu mon parcours. Parce que au tout début, j'avais fait sur mon blog de fabricant de bracelets montres, au tout début, la première photo que j'avais postée, c'était une photo derrière chez moi, au bord de la Méditerranée, et on voyait juste un costume sur la plage avec une cravate, une paire de chaussures, comme si un mec s'était dessapé, tu vois, s'était mis à poil et il s'était jeté dans la mer, tu vois. Et en plus, au loin, il passait un voilier. Donc en fait, ça c'était aussi une métaphore pour dire que je changeais de vie, que j'enlevais mon costard cravate et que je prenais des risques. Et ça, ce truc, ça avait vachement fait le buzz à l'époque, c'est pas comme maintenant, mais ça avait vachement tourné. Et il y a pas mal je sais, ça avait marqué pas mal de gens. Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'en écrivant, je me suis dit, ça c'est un thème qu'il faut que j'utilise aussi, parce que finalement, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, donc je voulais vraiment parler de ça. Et d'autant plus aussi que c'est un sujet dont on parle beaucoup avec des potes. Hein. Tu fais un apéro, il y a pas mal de gens qui disent, moi j'ai envie de changer de vie, peut-être que le coronavirus va être le moyen de voir la vie autrement. Beaucoup en parlent, mais à la fin, tout le monde repart dans sa bagnole. Voilà, les gens repartent en vacances à l'autre bout de la planète. Et puis voilà, moi je voulais que ça soit vraiment de l'action. Tout à l'heure, je te disais, je me suis construit par rapport à ce que j'ai lu. Il y avait une phrase que j'avais lue, moi, il y a très longtemps, et que j'ai toujours gardée vraiment précieusement en moi. C'était je sais plus de qui elle est, cette phrase d'ailleurs. Peu importe. Et elle disait, elle est très courte, apprendre pour comprendre et comprendre pour agir. Et souvent, je me dis, les gens, ils ont que le premier postulat, quoi. Ils apprennent, ils comprennent, mais l'action, elle est où? Donc moi, j'avais besoin aussi de le mettre en action, de le prouver par rapport avec la vie que je pouvais mener, le prouver à mes enfants aussi, on rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et je voulais effectivement, c'était une évidence que Niels Hogan, il partage avec moi ces caractéristiques-là. Mais alors sans donner un côté aussi trop idyllique, hein, parce que c'est très difficile de changer de vie. Hein. Ouais. C'est très difficile de repartir à zéro. Moi j'ai un peu l'impression que je vis ma vie un peu comme si c'est une boucle. Hein. C'est-à-dire que j'ai commencé par avoir pas une thune, j'ai commencé à gagner un petit peu ma vie, à gagner beaucoup mieux ma vie, très bien ma vie, et après
un peu moins ma vie, et puis bon bref, et puis finalement c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'être sur mon chemin, quoi. Je suis pas sur le chemin d'un autre. Je suis pas sur le chemin qu'on a choisi pour moi, quoi, tu vois. Ce qui m'énervait aussi, alors tu me dis si je suis trop bavard, hein, non, mais ce qui m'énervait, on coupera. Ce qui m'énervait aussi, c'est que quand tu rencontres un pote américain, par exemple, tu le vois une année, le mec il est banquier. Tu le vois l'année d'après, le mec il a ouvert un resto. 2 ans après, le mec il fait encore autre chose. Il est parti dans les îles ouvrir un commerce de je sais pas trop quoi. Alors que nous, dans nos sociétés, on est un petit peu marqué par un diplôme, marqué par un statut social. Donc on t'a mis dans une case, on t'a étiqueté. Bon, t'es le juriste ou alors t'es le manager commercial. Et puis après, c'est très difficile à enlever, quoi. Donc les gens te voient que par ce prisme-là, alors que toi, tu sais qu'au fond de toi, t'es une multitude de choses, une multitude de possibilités, et moi, j'avais pas envie de ne jamais les utiliser. J'avais pas envie d'arriver au bout de ma vie en me disant, putain merde, t'as pas vécu la vie exactement que tu voulais vivre, quoi, en fait. Tu vois. Donc, je me suis longtemps posé la question sur la vie que je voulais vivre, voilà. Et aujourd'hui, la vie que je vis, elle ressemble vachement à celle que j'avais rêvée, en fait. Pour dire la vérité, c'est-à-dire qu'avec des galères, mais avec une femme que j'aime, avec des gamins dont je suis fan, avec des amis, avec un métier qui me passionne, et voilà. Et ça, c'est très très précieux pour moi. Et je ferai aucun sacrifice pour ça. Je m'en déferai jamais, quoi. En fait, c'est un peu ma voie, c'est mon chemin, quoi. Bah, c'est philo là, c'est apéro, philo. Ah mais on est là pour ça, on est là pour se régaler. Faut se mettre des bonnes idées en ce moment. Apéro, alors j'avais pas les pistaches, moi j'ai pris une tielle. Tu sais ce que c'est, une tielle? Ah bah oui. Bah oui, t'es ni moi, toi. Bah oui, du bassin, évidemment. Eh oui. Donc une tielle, c'est un plat du pauvre, c'est un plat sétois. Dedans il y a du poulpe, du calamar, de la sauce tomate avec beaucoup de piment. Et en fait, ça se mange un chaud ou froid dans une salade, en fait. Et alors ça ressemble à rien, hein, c'est atroce. Hein, t'as vu, une vieille pâte un peu pourrie. Et puis voilà. Alors après tu peux le manger, tu fais des petits trucs comme ça. Alors moi je suis désolé, hein, tant pis. C'est bon comme. Moi je me tiens. Impeccable. Allez, les bons plaisirs du Sud, évidemment. Il faudra que tu appelles ça apéro, tiel et littérature. Et on va le changer exprès. Ouais, on va le changer. Numéro spécial. Non mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que même de manière générale, hein, au-delà des livres, au-delà de la littérature, c'est une vraie trajectoire qui montre que l'écriture, ça peut être la concrétisation de belles choses, d'un beau chemin personnel, et c'est ce que tu mets en avant, parce que malheureusement, on voit peut-être trop la figure de l'écrivain comme quelqu'un d'absolument destiné, qui est fait pour ça, presque qu'il a étudié à l'école, qui était fait pour être écrivain, et qu'au-delà de ça, il n'a pas d'autres compétences. Et c'est justement ce qui est passionnant, c'est de voir toutes les facettes d'un homme ou d'une femme qui se cachent derrière des livres, et tous les événements qui ont pu mener cette personne à l'écriture, et c'est passionnant. Et puis il y a une multitude d'écrivains, et puis l'écrivain, c'est aussi une façon de pouvoir vivre plusieurs vies avec en une seule vie. Et il y a plein de trucs. Et puis il y a une folie, moi je trouve que j'adore, c'est tu passes ta vie tout seul à écrire. Moi je suis souvent tout seul, je suis un solitaire à la base quand même. Et puis après on te projette au milieu d'un festival. Alors moi c'est toujours souvent compliqué. Et parce que souvent je réagis de 2 façons. Soit je suis hyper extraverti, un chien fou, tu sais, genre Épagnol breton. Je saute au cou de tout le monde, j'embrasse tout le monde. Les gens ils se disent il est à moitié dingue ce type. Ça c'est le plus rare. Mais le plus souvent, je suis figé, j'ose même pas aller vers les gens. Mais c'est ça, c'est un peu tu deviens schizo, quoi. T'es tout seul, après d'un coup il y a plein de monde, après t'es à nouveau tout seul, et voilà, donc c'est vraiment rigolo. Et puis des fois tu parles à un écran de télévision, un écran d'ordinateur. Toutes les expériences sont bonnes. Ouais. Et justement, ce travail de l'écriture, là, ça y est, là on est dans le scoop, on est dans la révélation. Tu nous as parlé du 3e volet de ta saga. Il va nous amener où? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu du scoop pour nous mettre l'eau à la bouche? Alors, donc, c'est le 3e opus. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est le 3e opus donc de cette série là, avec Neil Sagan et Lizzie. Donc, il est un peu spécial celui-là, je pense, parce que il va être peut-être un peu plus, il a une coloration peut-être un peu plus sombre.
parce qu'il se passe des choses, il va se passer des choses dans la petite communauté là d'amis, pas très chouette. Et voilà, mais je voulais pas que ça soit un truc linéaire, quoi, tu vois. Je voulais pas en faire 35 où il se passe jamais grand chose, mais bon, c'était pas, voilà, je voulais pas faire Nils Hogan au Congo, Nils Hogan en Amérique, tu vois. Donc là, je vais chambouler les cartes en fait dans ce troisième. Dans ce troisième, on rebat les cartes, et après, je peux pas en dire plus, mais ça va rester un peu dans la région. Ça va parler aussi de ce que je disais tout à l'heure, de la différence. Moi, je suis très sensible à ça aussi. Donc, voilà, je voulais parler aussi, évoquer ça. Et voilà, qu'on peut. On est dans une société qui ne deviendra jamais, je l'espère, une société de clones, quoi, tu vois. Donc, voilà, j'ai vraiment envie que les gens cultivent ce qui fait leur différence, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Moi, si je te parlais tout à l'heure de cette bouteille de vin là que je vais prendre à l'ESAT là des Compagnons de Maguelone. Moi, c'est vraiment un endroit où même pour aller boire un café, je me sens bien, quoi, parmi eux, quoi, tu vois. Et voilà, j'avais envie aussi dans ce troisième opus de parler un petit peu de ça. Donc ça va se passer un petit peu là dans ce milieu-là, quoi. D'accord. On Voilà, a de l'info, on a du scoop. Donc rendez-vous en 2021. Il y a du scoop là quand même, hein. Rendez-vous en 2021, tu disais, pour la date de sortie, qui normalement ne devrait pas être chamboulée, j'espère. Ou est-ce que ça risque d'être décalé par rapport aux événements actuels ou... Non, on avait déjà prévu avec mon éditeur de décaler la date vers mars-avril, en fait. Donc, j'espère qu'on va tenir ce calendrier-là. Mais après, c'est l'éditeur qui a bien sûr qui gère sa boîte. Moi, j'aimerais idéalement que ça sorte en mars-avril 2021. C'est ce qui était prévu. Et je pense, Slatkin et compagnie, c'est une maison d'édition, c'est pas une grosse maison d'édition c'est tentaculaire, hein, donc ils sortent une vingtaine de bouquins par an. On a plutôt un accompagnement qui est vachement chouette, donc c'est très humain. Donc je pense pas qu'il y aura un gros embouteillage. Voilà, il y a certainement, je sais qu'il y a le livre de Nicolas Feuss, mon camarade, qui a été décalé de quelques semaines. Il y a peut-être quelques bouquins qui vont être décalés au fil de l'année là. Et après on verra aussi, parce que là on parle comme si on était déconfiné. Peut-être qu'on va être reconfiné encore X mois, donc je sais pas. C'est une période, mais tu le vois, hein, où personne n'a de certitude, quoi. Donc, mais ce qui est d'une certaine manière intéressant, parce que là on n'a pas de prise sur la société de demain, et on en parlait avec d'autres auteurs dans les derniers rendez-vous, mais c'est vrai que pour ceux qui veulent écrire sur la société, c'est compliqué parce que il faut faire de la science-fiction. Et même toi, finalement, d'une certaine manière, tes personnages trempent dans notre société, dans notre monde, mais on ne sait pas de quoi demain va être fait. Donc quelque part, il y a un exercice qui est presque proche de la science-fiction. Et est-ce que déjà l'écriture du troisième volet est terminée, ou est-ce que tu es encore dedans? Est-ce que tu comptes faire une référence à ce qu'on vit actuellement? Alors non, il manque quelques chapitres, c'est pas totalement terminé. Il y aura aucune référence, c'est sûr, à ce qui se passe aujourd'hui, parce que j'en ai pas envie déjà. Et par contre, ce qui est rigolo, je sais pas si c'est rigolo, mais je t'ai parlé tout à l'heure que j'avais un projet pour un quatrième bouquin qui serait en dehors de la série. Et j'ai vachement envie de l'écrire, ce bouquin. Et c'est vrai que du coup, lui, par contre, et sans le savoir, parce que j'ai l'idée depuis un petit moment, il se rapproche un petit peu de ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Il y a un truc qui se percute un petit peu. Mais du coup, j'ai décidé déjà de pas inclure. Au contraire, ce que je vais faire, déjà, c'est sortir de la temporalité, voilà, ce sera dans un lieu intemporel, dans un lieu géographique indéfini. Voilà, j'ai déjà pas mal d'idées là-dessus. Je veux vraiment pas m'accrocher sur cette actualité-là, non, parce que j'en ai pas envie, en fait. J'en ai surtout pas envie, en fait. On va suivre tout ça, tous ces projets qui nous attendent, signé Charles Aubert. Et j'aimerais rebondir, tu viens d'utiliser le terme de série. Est-ce que c'est une idée que tu aurais en tête donc les deux livres actuels, bientôt le troisième, soient adaptés en série? Parce que c'est vrai qu'on voit un vrai regain d'intérêt aujourd'hui pour tout ce qui touche au polar régional, notamment sur France 3, avec des séries comme Capitaine Marlowe ou Meurtre à je sais plus trop quelle ville, ça change à chaque fois, mais ça assure des audiences vraiment bonnes. Et est-ce que c'est une idée que
qui te trotte un peu dans la tête, que tout ça soit adapté et que tu puisses voir Nils à l'écran? Alors, je vais être très franc avec toi. Moi, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Okay. Dans le sens que je suis pas trop de la génération de l'image, moi, finalement, quelque part. Alors, c'est vrai, j'écris sur un ordinateur, mais je suis pas un fanat tant que ça de l'image. Et pour moi, le produit abouti, c'est le livre, en fait. C'est pas le film le film qui pourrait être fait à partir du bouquin. Je sais que beaucoup d'écrivains rêvent de voir leur livre mis en image. Ben moi pas. Moi je trouve que le produit abouti c'est le bouquin. Après, pour être très franc, s'il y avait quelqu'un qui voulait le faire, je serais d'accord. Mais pour être très franc, c'est vraiment dans l'idée de me dire que ça pourrait me permettre d'avoir plus de lecteurs. C'est con, hein, mais c'est vraiment ça qui me plairait, parce que voilà, pour pouvoir continuer d'écrire. Moi, mon projet en fait, c'est de continuer d'écrire. Ouais. Donc souvent on me demande si je gagne de l'argent avec mes bouquins, et je dis tout le temps que moi mon but c'est pas j'écris pas pour gagner de l'argent. Par contre, je voudrais gagner un petit peu d'argent pour continuer d'écrire, quoi. Donc s'il y avait des producteurs qui s'intéressaient à ce que je fais, banco, mais ça serait leur affaire à eux, quoi. Ça serait plus la mienne. Et puis voilà, mais pour moi c'est pas une fin en soi. Voilà. Après, je serais curieux, bien évidemment, de voir un peu la tête des gens, mais sans plus. Voilà, c'est pas forcément mon kiff, quoi. Nils sur Netflix, c'est pas tout de suite, mais c'est pas grave, on va quand même se régaler dans les livres. Ou alors il faudra qu'ils allongent des millions. Pour l'instant, ils en mettent pas assez, quoi. Ils sont peindre, quoi. On dit Netflix, et là je vois. Rouge Tango avec Schwarzenegger dans le rôle titre, ça va être quelque chose. Et donc, Charles, on est ensemble hein, depuis 50 minutes déjà. Ça va vite. Merci beaucoup, ça va très vite. Ça va très vite. Merci beaucoup déjà pour toutes tes réponses. Hein. Tu nous as plongé dans l'univers de tes livres, donc évidemment, je ne peux que vous encourager à y aller. Hop, on refait un tour de couverture. Si ça n'est pas encore fait, donc c'est chez Slatkin. Bleu Calypso est sorti en poche. Il n'y a pas longtemps. Oui, chez Pocket, tout à fait. Ça aussi, c'était un gros plaisir. Moi, j'ai eu deux gros plaisirs. C'était le fait de trouver un éditeur grand format avec Slatkin et compagnie. Ça, c'était vraiment un aboutissement. Mais j'ai eu la même joie quand j'ai appris que Pocket me signait aussi pour cette série. Parce que c'est ce que j'expliquais d'ailleurs aux gens de Pocket, qui sont pareil, il y a des gens extraordinaires dans ces deux maisons d'édition. Moi, souvent, on m'a parlé quand j'étais dans les festivals, on me disait, ouais, tu verras les éditeurs. Ben, moi, je touche du bois pour l'instant, je rencontre que des gens extraordinaires, donc j'espère que ça va durer, mais il n'y a pas de raison. Et donc, ce que je racontais à Camille de chez Pocket, c'est que j'ai passé ma vie, moi, avec un livre de poche, un Pocket dans la poche de ma veste. Et c'était pour moi un petit peu comme un rempart contre la connerie, quoi, contre la bêtise humaine, tu vois. Quand je partais avec mon costard cravate, j'avais besoin d'avoir un bouquin là. Et c'était débile, hein. Mais j'ai fait plein de trucs débiles, moi. Mais ça me protégeait, quoi, tu vois. Et un truc qui est marrant, une petite anecdote. Il y a pas longtemps, j'ai revu un ancien commercial avec qui je travaillais, il y a très longtemps, dans une ancienne compagnie d'assurance. Et il m'a dit, mais tout le monde savait que tu avais ce bouquin dans ta poche. Ah, je sais pas comment ils l'ont vu, parce que je me rappelle pas je le sortais pas pour bouquiner, tu vois. Mais ils savaient que j'avais toujours ça, quoi. Et pour moi, ça a été toujours comme une sorte de petit bouclier, quoi. Donc, le livre de poche et Pocket, notamment, c'était pour moi, pareil, un truc super. J'étais très, très fier de voir mon nom à côté de Pocket. Le nom de Pocket. L'histoire était écrite. Voilà, c'est le destin. Oh. Bon, Charles, on va pas se laisser comme ça, on va pas se laisser partir comme ça, on va continuer à te connaître avec la séquence que tout le monde attend. La maintenant célèbre séquence, un rendez-vous incontournable, un dernier pour la route. Bon, je me concentre. Alors attention, là ça rigole plus. On est à 2 doigts de questions pour un champion. Des petites questions courtes pour apprendre à mieux te connaître. Et on va commencer avec un peu de sport. J'ai pas reçu le bumper, par contre. Ah, il est en cours de route. Là, c'est le bordel. Un 4 à la suite. Allez, on part là-dessus. On commence avec du sport pour savoir. Tour de France ou Ligue 1 Conforama. Cyclisme ou vélo. Ah. Ah là, faut choisir. Peut-être de cyclisme. Plus cyclisme. Ouais,
ouais, parce que j'ai des souvenirs de quand j'étais gamin, d'étapes du Tour de France, qu'on regardait à la télévision, des trucs qui m'avaient marqué. Je me rappelle c'est des vieux trucs, de Bernard Hinault, de Laurent Fignon. Je me rappelle de Laurent Fignon qui perdait le Tour de France pour 7 secondes, je crois, sur les Champs-Élysées. Et c'est des trucs qui m'avaient beaucoup marqué quand j'étais gamin. Et, le foot aussi, il y a aussi des souvenirs de foot. Mais je pense que j'ai quand même plus de respect. Je les respecte tout autant, les footballeurs. Mais j'ai beaucoup de respect pour les cyclistes. C'est un sport qui est difficile quand même. Enfin, c'est des heures d'entraînement. Les mecs qui font du vélo, quand ils font un grand tour comme le Tour de France tous les jours pendant 3 semaines, bah, moi je dis bravo, quoi. Donc, ouais, le cyclisme. Tour de France, on parle là-dessus. Tour de France. du sport au cinéma. Le film à voir d'urgence. Le conseil cinéma de Charles Aubert. Alors, moi, je suis pas, comme je te disais tout à l'heure, je suis pas très cinéma, mais j'ai des films que j'aime beaucoup. Et il y en a un notamment, que je pourrais conseiller dans cette période un petit peu de confinement. Ça s'appelle La fille de Ryan. Je sais pas si tu connais, c'est de David Lean. Donc c'est un vieux film, hein, avec Robert Mitchum. Donc ça te date un petit peu le truc, hein, c'était pas avant-hier. Et ça se passe en Irlande, dans la péninsule de Dingle. Et donc c'est une histoire qui se passe en 1916, il me semble. C'était juste avant, pendant la Première Guerre mondiale et juste avant la guerre d'indépendance en Irlande. Et c'est un film qui me plaît beaucoup parce qu'il y a des espaces, il y a tous ces espaces. Il faut le voir. Il y a la lumière sur l'océan. Il y a des espaces, les espaces infinis d'Irlande. C'est un pays que j'adore, moi. Et dans ce film, c'est tellement bien mis en image. Je crois qu'on appelle ça la photographie du film. Elle est splendide, quoi. Tous les plans, la plupart des plans sont à tomber. Bon, l'histoire, elle est sympa aussi. Mais là, c'est vraiment le film sur l'Irlande et sur les grands espaces. Et en période de confinement, moi, je sais que c'est un film que j'ai envie de revoir. Là. Ouais. La fille de Ryan, on note ça sur la liste. Et on va vers la musique maintenant. Avec attention, celle-là, elle n'est pas évidente. Tu n'as le droit d'écouter qu'une seule musique jusqu'à la fin de ta vie. Tu choisis quoi? Tu as le droit à un album. S'il y a un album fétiche, allez, c'est validé. Alors, pareil, en musique, je suis pas non plus un grand spécialiste de la musique. Et j'ai plein de copains qui sont fans de musique, et moi j'ai une culture qui est lacunaire. En ce moment, sur mon Facebook, je m'amuse à mettre une musique par jour, mais des fois il y en a qui sont affligés par ce que je mets, quoi. Parce que je suis assez éclectique, quoi. Et mais si je devais amener un seul album, ça serait du Tom Waits, forcément, parce que pour moi c'est l'artiste ultime. C'est-à-dire que je sais pas comment t'expliquer. C'est des fois avec des gens que tu connais pas, t'as un feeling immédiat. Moi, son univers, il me parle, sa voix me parle, sa tête me parle. Les sujets qu'il a, les textes, je crois que c'est son épouse qui les écrit, sont fabuleux. Les musiques, en n'en parlant pas. Donc ouais, ça serait forcément un album de Tom Waits, c'est sûr. Ça marche. Ça donne envie. C'est bien. C'est bon choix. Le bon choix. Et allez, on glisse doucement vers la politique. Ah, l'homme politique que t'aimerais mettre à la retraite. T'en as marre, on le voit trop, il t'énerve. Ouf. Bah alors là, sans hésitation, moi c'est Donald Trump. Hein. Donald Trump. Ah oui. T'as pas essayé le gel désinfectant dans les veines, non, heureusement. Non, mais il faudrait lui en mettre à lui. Mais moi, ce qui en même temps, ça m'effraie, quoi. Quand je vois mais quand je vois l'actualité aujourd'hui, elle est à moitié dingue quand même. On est confiné. Il y a une pandémie qui décime la planète. Aux manettes du plus grand pays du monde, il y a un mec qui est totalement timbré, quoi. Il y a un cinglé pas possible. Partout, de l'autre côté, il y a Poutine. Même les Anglais, ils ont foutu Boris Johnson et il est à moitié frappadingue aussi. Et tu te dis, mais putain, on va où, quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à quel moment où tout est devenu bizarre, quoi. C'est pas possible. Donc on dirait un mauvais scénario quand même, cette histoire, quand même, mine de rien. On foutrait ça dans un bouquin ou un film, tout le monde dirait ouais, c'est tiré par les cheveux, l'histoire. C'est pas crédible. Ça, par contre, j'ai souvent remarqué que la réalité dépasse la fiction aussi. Ah, en ce moment, oui, ça c'est clair que pour imaginer ce qui se passe, ce serait balèze. Ouais. Donc ouais, si je pouvais en mettre un à la retraite, c'est lui, quoi, mais 100 fois lui, quoi. On lui transmettra, ça marche. Ouais. Géographie maintenant, là c'est la question du cœur. Marseille ou Montpellier? Marseille. En fait, ouais, alors j'adore Montpellier.
Mais moi, comme je te disais, j'étais levé vers Marseille. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, tu vois, quand j'ai envie de me ressourcer, ça aussi, ça fait dresser les cheveux sur la tête des gens quand je dis ça, mais c'est vrai. Quand j'ai envie de me ressourcer, je vais à Marseille. Alors les gens ils se disent mais t'es un psychopathe quoi. Mais c'est un endroit où je connais les codes sociaux par exemple, tu vois. C'est-à-dire que je sais que quand les gens ils gueulent, c'est pas forcément parce qu'ils sont en colère, c'est parce que c'est comme ça. Je sais que les gens sont je comprends les gens là-bas. Je sais pas, c'est parce que je suis pas né là-bas, mais je suis arrivé, j'avais 3 ans, quoi, tu vois. Donc de 3 ans jusqu'à 20 ans, je suis resté là-bas et je pense que je connais les codes. J'aime les paysages là. Quand tu pars, toutes les calanques de Marseille. Hein. Donc quand tu pars là quand tu fais toute la corniche, donc jusqu'à Calelongue, c'est fabuleux. De l'autre côté, vers les calanques de Niolan, c'est sublime aussi. Et puis les gens sont particuliers aussi. Moi, j'aime bien un petit peu le grain de folie qu'ils ont tous là-bas. Et ils sont... Il y a du charme, quoi. Ça me plaît. C'est un endroit qui est chouette, quoi. Marseille, donc. Marseille, ça marche. Et on revient du côté des livres, cette fois avec l'auteur qui est un peu surcoté, d'après toi. On en fait un peu trop avec lui. Ça peut être parmi les anciens, parmi les classiques. Alors c'est compliqué parce que moi, du haut de mes 2 malheureux bouquins, j'allais me permettre de porter un jugement sur un type en disant moi je trouve que lui il est surcoté. Ça me semble périlleux. Il peut y avoir Joker, si tu veux. Il peut y avoir Joker. Non, je vais pas faire un Joker. Je vais répondre d'une façon un petit peu biaisée, mais tant pis. Et tu me le pardonneras, j'espère. Mais en fait, moi souvent. Même chez un auteur que j'adore, il y a des bouquins que je comprends pas, quoi. Donc, si je prends, il est là, Richard Brotigan, il a écrit 2 bouquins dans toute son œuvre. Il y a 2 bouquins qui sont parmi peut-être les 20 bouquins que j'aime le plus. Il y a Tokyo Montana Express, un recueil de nouvelles que je trouve super, et il y a Mémoire sauvée du vent que j'adore. Et après, il y en a d'autres comme Sucre de pastèque, la pêche à la truite en Amérique là, où je le comprends pas le bouquin. Voilà, donc. Et quand je vois des fois des critiques qui sont dingues qui citent celui-là, je comprends pas. Je me dis putain, c'est pas celui que j'aime. Alors soit c'est moi qui suis tordu, mais je crois surtout que un bouquin, tu l'aimes suivant le moment où tu le lis aussi, la période de ta vie. Voilà, il y a tellement de trucs. Alors surcoté, je sais pas. Non, moi déjà, comme je te disais tout à l'heure, je kiffe tous les écrivains, quoi. Donc dès qu'il y a un mec qui écrit, quand j'ai un mec, c'est peut-être une nana qui écrit, je trouve ça super. Et puis non, j'ai pas envie de citer quelqu'un. De quel droit d'ailleurs? C'est une vaste question, mais allez, c'est là. Par contre, s'il y en a un qui répond un jour, Charles Aubert, à cette question-là, par contre, je le désingue après. La vidéo sera censurée. Ça marche. Allez, maintenant les médias. On revient aux médias avec la personnalité médiatique qui t'agace un petit peu. Alors, t'en as un peu marre. T'as déjà utilisé la cartouche Trump, donc là, c'est plus possible. Ah merde. C'est pareil parce que je suis pas non plus un fan de l'image, comme je te disais. Et puis moi, j'ai tendance quand ça me saoule, je reste pas, quoi. Tu vois, je zappe. Donc, en fait, mais je réagis comme ça aussi dans la vie. Hein. Je laisse pas le temps à la connerie de m'atteindre. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a un truc qui me plaît pas, je décroche, quoi. Tu vois, tu sais, comme les avions, hop, je décroche sur le côté. Dans la vie réelle, pareil. Hein, si tu m'invites dans une soirée et que il y a quelqu'un avec qui je m'entends pas, qui me tient le coude toute la soirée, moi je vais m'en aller, quoi. Donc voilà. Donc et là c'est pareil à la télévision, quand il y a un truc qui me plaît pas, je m'attarde pas, quoi. J'ai pas envie de me faire mal, quoi. Et non, parce que moi, à chaque fois, ça m'abîme. Tu vois, j'ai cette sensation-là que la connerie humaine, ce que j'appelle la connerie humaine, moi, ça m'arrive d'être con aussi, je te rassure, mais moi, elle m'abîme. Souvent, on a l'impression que je suis un peu misanthrope, mais en fait, moi, j'adore les gens. Sincèrement, j'adore les gens, et c'est parce que je les adore que je prends de la distance, tu vois, et que j'ai besoin voilà, Alors, et quand je vois là, la télé, quand il y a un présentateur, tu m'as dit un présentateur, c'est ça? Une personnalité médiatique, mais. Une personnalité médiatique. Je comprends la logique, je t'en veux pas si tu réponds pas. Ouais, par exemple, quand il y en a que j'aime pas trop, je zappe, et peut-être qu'ils sont très bien, je pourrais te citer parce que j'ai déjà utilisé mon joker, plus ou moins. Par exemple, Hanouna, c'est ça?
Hanouna, il est certainement très bien, ses émissions sont certainement très bien, mais je sais qu'elles sont pas pour moi, donc ça m'est arrivé de glisser sur un de ses programmes, et peut-être que je suis pas tombé au bon moment non plus, donc tu vois, peut-être que c'est très très bien, peut-être que ça me plairait, mais en tout cas, je me suis pas accroché parce que je me suis dit, j'ai trouvé que c'était vulgaire, il y avait un truc, j'étais tombé sur un truc, une ou deux fois où j'ai regardé, c'était pas dans le truc qui me plaît, quoi. Donc voilà, mais longue vie à Hanouna, j'espère qu'il fera des émissions et qu'il plairont au plus grand nombre. Et j'ai rien contre lui, quoi. Un peu de sagesse, ça fait beaucoup Ouais. de bien d'entendre ça. Et forcément, la dernière question, là, on y revient obligatoirement. Le livre à lire pour Charles Aubert, le conseil inévitable, il faut le lire tout de suite. Quel livre conseilles-tu? Alors, comme j'ai pris un joker tout à l'heure, plusieurs fois j'ai mal répondu aux questions, là je vais répondre un peu aussi. Est-ce que je peux en proposer plusieurs rapidement? Allez. Je peux vite. Ça marche. Alors déjà, je veux commencer, pour moi c'est vachement important, parce que je t'ai dit tout à l'heure que dans mon chemin de vie, moi, ce que j'aime, c'est la sincérité, c'est la fidélité aussi. Donc moi je suis très famille, je suis très ami, et on dit toujours, la maison d'édition c'est un peu ta famille. Alors, ça fait un peu de tarte à la crème, hein, parce que bon, je sais bien que le jour où tu vends plus, tu t'existes plus dans la famille, hein, mais dans les vraies familles, c'est comme ça aussi. Mais là, moi, je suis obligé de parler de mes camarades de Slatkin et compagnie pour deux raisons, parce que c'est une super maison d'édition qui fait un boulot extraordinaire avec, moi, je trouve des genres très différents, et puis il y a des gens super là-dedans. Alors, je vais essayer de faire vite quand même. Alors putain, ça va être à l'envers, c'est ça, non? On les voit à l'endroit ou à l'envers? Si tu peux remonter un petit peu. Ah, voilà. Oh, parfait, voilà. Hey, donc déjà, alors t'es en Suisse. Marc Woltenhauer est un Suisse. Donc lui aussi, il fait des polars. Donc c'est des polars avec un inspecteur, l'inspecteur Auer, donc qui va enquêter. Ça se passe en Suisse, c'est très dépaysant, moi je trouve. Et je sais qu'il sort, ça c'est son dernier, qui est sorti l'année dernière, et il en sort un nouveau en septembre ou en octobre. Voilà, je défends rien d'autre, mais de toute façon je l'ai pas lu. Mais voilà, je sais que c'est toujours un poids lourd et quelqu'un qui déçoit jamais. Voilà, donc Marc Woltenhauer. Ensuite, Nicolas Feuys, un Suisse lui aussi. Alors lui c'est plus, tu connais, lui c'est plus trash, hein. Donc des fois, quand tu lis, si les gens qui veulent du thriller noir, puissant, qui va très vite, Nicolas Feuys. Ensuite, hop, Laurent Loison, Coupable. Donc lui, je le connais moins, je l'ai rencontré qu'une fois à Paris chez notre éditeur en commun. Et par contre, j'ai lu son bouquin aussi, et c'était vraiment chouette. Alors lui, c'est le roi j'ai l'impression, enfin j'en ai lu qu'un de lui, mais en tout cas celui-ci, il est très très bien. C'est le roi du cliffhanger final, là où à la dernière phrase, le roi de la dernière phrase qui te remet tout le cerveau à l'envers depuis le début, quoi. Donc c'est très très bien. Ensuite, il y a, alors j'ai pas son bouquin, mais du coup j'ai fait une sortie papier. Ah oui, Salvatore Migni. Salvatore Migni, Anamnèse. Alors lui, je l'ai pas lu. Mon éditeur me l'a pas encore envoyé, c'est pour ça que j'ai que le papier, mais je sais que ça se vend pas mal. Alors lui, d'après ce que j'ai compris, c'est un thriller psychologique, donc super aussi. Luca Di Fulvio, je vous le fais vite. Bon, il n'a pas besoin. Hein, un fidèle sur la chaîne. On en parle beaucoup, Luca Di Fulvio. Je finis avec Slatkin, avec ce livre que tu as peut-être lu, c'est de Gianrico Carofilio. Ça se passe à Marseille. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. 3h du matin. Et c'est pas un polar, mais c'est un peu modianesque, quoi. Tu vois, c'est un peu une tribulation dans Marseille, la nuit, un père et son fils. Il y a un côté un peu modiano. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin aussi. Donc, je vous le conseille. Je referme le petit dossier famille et je vais parler maintenant j'ai encore 4 bouquins, je crois. Ça te va? Pas de problème, autant que tu veux. Alors, Olivier Martinelli, c'est chez Robert Laffont. Ça s'appelle Menu Apache. Donc, c'est un c'est-toi aussi que je connais. C'est un copain, mais alors, je trouve que c'est vraiment un type qui a une vraie plume. Il mérite vraiment qu'on s'intéresse à ses bouquins et il en a écrit pas mal. Et notamment celui-ci, c'est son dernier sorti, c'est très 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 bon. Ça parle de rock, c'est dans l'univers rock. C'est un écrivain qui est fan de musique et qui est fan de rock. Et il a un vrai style aussi, et c'est vraiment très très sympa. Je voulais parler aussi ça c'est en auto-édition, mais j'ai envie de donner un coup de pouce aussi, parce que quand on passe on a la chance d'être invité par Rémi de Let It Be, il faut aussi savoir renvoyer la balle. Donc lui, c'est Jean-Félix Mounier.
je l'ai rencontré qu'une fois, hein, c'est pas forcément du copinage, hein, mais je trouve qu'il lui aussi il a une patte et il mériterait qu'un éditeur s'intéresse à lui. Hop, Franck Petruzzelli, Le Complexe d'Icare, lui il est aux éditions La Gauloise, c'est un niçois, je le connais pas du tout, mais c'est pas, j'ai lu 2 de ses bouquins, un polar et ça c'est plutôt une dystopie philosophique et c'est vachement chouette aussi. Il y a la patte d'un écrivain, je conseille beaucoup. Et puis l'avant-dernier, pour répondre à ta question, en période de confinement, Henri Lovenbruck. Bien sûr. Voilà, lui, ça fait partie. Lui, je l'ai croisé dans plein de salons. J'ai jamais osé lui parler encore pour l'instant. Même à la foire du livre à Brive, on était dans la même niche, quoi. Tu vois, il était à 1 mètre de moi. Alors lui, il avait une file interminable de gens. Moi, j'avais une personne toutes les 25 minutes qui venait. Mais j'ai bien aimé. Alors, j'ai pas lu le reste, mais j'ai bien aimé ce bouquin. Et ce bouquin, tu vois. C'est un bouquin, je pense que si tu le lis quand tu as 20 ans, ça peut peut-être changer ta vie, quoi. Tu vois, c'est voilà. Donc, et il parle aussi d'amitié comme je l'aime, c'est-à-dire voilà, et c'est un livre imparfait comme la plupart des livres que je t'ai proposés. Mais moi j'aime ça, mais quand il y a des trucs un petit peu aussi qui dénotent, moi je trouve je vois de la beauté dans les choses aussi qui dissonne un petit peu, et je trouve que son histoire elle est merveilleusement menée, et puis les personnages sont attachants et ça parle de choses qui me plaisent comme la liberté, l'amitié, donc je conseille aveuglément. Et le petit dernier par la route, allez, je sais pas si tu connais ça. Ah. Bien joué, bien joué. Alors figure-toi, je voulais l'acheter, mais alors j'ai vu qu'il était pas disponible en brochet. Il arrive. Je suis passé par Librinova en fait, et il y a des petits soucis. Oui, je sais bien. L'impression, il y a le numérique qui est là, c'est en train de se mettre en place. J'ai vu sur. Alors moi je lis pas, lis pas avec les écrans. T'as compris que je suis un arriéré. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Donc moi, par contre, je le commanderai en papier, et pareil, mais ça m'intéresse vraiment au-delà bien sûr de faire un petit clin d'œil. Et c'est la moindre des choses, mais ça m'intéresse et j'ai un vrai intérêt pour le sujet déjà parce que c'est une personne incroyable. Puis j'ai lu les premières phrases déjà. Ouais, il y a du niveau, il y a du level. On verra à la fin. Tu diras à la fin. Comme ça, tu demanderas, tu feras la critique à ton tour. Ouais. Mais non, mais j'ai une vraie curiosité pour ton bouquin. J'ai vraiment envie je vais le commander, c'est sûr, quand il sera disponible en brochet. Et puis on en reparlera peut-être. Mais voilà, donc je voulais faire un petit clin d'œil. Il est formidable. Voilà, on est en famille sur les trucs bien. On est en famille. J'espère bien. Ouais. Ça fait plaisir. Charles, merci beaucoup pour cet échange. Je me suis régalé. Franchement, on va forcément te suivre. Bleu Calypso, Rouge Tango, rendez-vous en 2021 pour le prochain. Merci pour tout, Charles. Merci pour ce moment, comme dirait Valérie Trierweiler, évidemment. Mais alors, moi, je voulais te remercier déjà de nous inviter. Je voulais remercier effectivement déjà tous les lecteurs, les lectrices, les libraires aussi qui nous défendent, et puis les blogueurs littéraires, les journalistes qui nous mettent en avant, parce que c'est vrai que on a dit tout au long de la soirée là, une période qui est compliquée pour tout le monde, et là c'est vraiment chouette de nous permettre un petit peu d'exister, parce que on est tous en manque de festivals, tous en manque de signatures dans les librairies, et voilà, donc moi j'ai passé un excellent moment et je te remercie du fond du cœur. Ça fait plaisir, c'est l'émotion, voilà, c'est l'émotion, c'est la famille. On va se quitter sur ces jolis mots. Merci à tous d'avoir été là encore dans ce nouveau numéro. On va se retrouver la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les dernières vidéos de Let It Be. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner, ça c'est une bonne idée. Santé Charles, à très vite, à bientôt. Vive la France. Allez, on finit comme ça.